bienvenue sur Skyrock. Coucou, c'est Mimi. Coucou, c'est Fab. Et bienvenue Coucou, dans c'est Gringe. The Boys Club. Le mec, il a vraiment... Il a spoilé, j'aime beaucoup. Ah merde. Normalement, l'invité arrive juste après, mais c'est pas Ah, grave. j'ai gâché l'effet Non, de c'était bien. surprise. C'est la première fois qu'on a un invité qui nous fait ça. D'habitude, J'avais ils envie de sont- participer. Vous avez l'air de vous éclater. On était- Bah ouais, mais je les me gens suis ils restent senti en retrait. exclu. Je me suis dit, allez, je m'inclus. Bah t'as bien fait. Je Nous m'inclus. sommes avec Gringe. Bonjour, Bonjour. Salut. Salut. bienvenue. Je suis très contente que tu sois là. Merci de m'accueillir. Très content aussi d'être là. Donc pour rappel, The Boys Club, c'est le podcast masculinité de mademoiselle.com où on reçoit un mec qui nous parle de son rapport à son genre. Et donc aujourd'hui, c'est Gringe qui va nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire être un homme. Ah, de but en blanc. Bam, Faut que j'envoie une définition. la tienne. Qu'est-ce Y qu'un a- homme? Un homme, Pour toi. c'est- pour moi, ouais. Bah, déjà, pour moi, un homme, c'est quelqu'un qui roule dans une grosse voiture et qui, si possible, voiture qui pourrait être comme une extension de pénis. Ok. Tu vois, qui serait son extension de pénis, qui dans l'idéal se balade avec 2-3 nanas accrochées à son bras comme des accessoires ou des signes extérieurs de virilité. Un homme, c'est un mec quand même un mec oh putain, je veux faire le con mais j'ai pas d'inspi. Comment on fait maintenant? Parce que j'en ai fait 4 heures avant et du coup je suis à sec de blagues. Plus sérieusement, un homme, mais tu sais quoi, ça me gêne presque parce que moi je vois pas le genre. C'est marrant, hein. Qu'est-ce que m'évoque un homme? J'ai envie de te dire, moi c'est vraiment je suis tellement attaché à des valeurs humaines que un homme pour moi ça veut tout dire et son contraire. En tout cas, je suis l'archétype de l'homme masculin, viril. Ça me fait vachement rire. En tout cas, j'aime beaucoup l'observer parce que je trouve que c'est un sujet d'étude sans fin et que toutes les postures un peu masculines dans lesquelles les mecs peuvent se retrouver parfois, ça a presque tendance à me toucher. Je trouve ça touchant presque. Je me dis, quand on se rend pas compte un peu du côté ridicule de la chose, je dis mais il y a que lui qui se rend pas compte de ça et du coup moi ça me fait marrer, tu vois. Il est convaincu d'asseoir un truc hyper rassurant, et je trouve ça il y a un petit côté risible quoi qui m'amuse. J'ai toujours pas répondu à ta question, hein, mais j'ai pas de t'es en train de définition de répondre. l'homme. C'est une longue question, c'est une longue réponse, c'est normal. Est-ce que t'as des exemples de ces postures masculines que t'as pu observer qui t'ont fait marrer? Ouais, c'est marrant parce que j'en ai plusieurs. J'ai des comportements de groupe, par exemple, parce que moi j'ai beaucoup traîné avec les mêmes gars sous un même toit pendant très longtemps. Et c'était un peu une garçonnière le truc, c'est-à-dire qu'il y a un effet de groupe. Le groupe déteint sur l'individu au bout d'un moment. Et donc d'un coup, la femme devient un prétexte pour un concours de beats permanent, tu vois, pour asseoir justement une masculinité, un seul modèle de comportemental hyper masculin, hyper viril. Et je sais pas des exemples. Alors j'en ai plein avec mes potes bien sûr, mais je me rappelle d'un truc assez rigolo quand je faisais du foot. J'étais jeune ado et dans les vestiaires, j'observais des trucs assez incroyables. J'adore les histoires de vestiaires. Mets une équipe de mecs tout nus sous des douches. Et je te jure qu'il y a des choses à observer qui sont assez déroutantes, tu vois. Des mecs se pissent sur la jambe, par exemple, pour se faire rire. Tu vois, ils se font pipi sur la jambe. Nous, on faisait ça. Mais ouais, tu vois. Et tu te dis, mais c'est quand même. L'objectif, c'est surtout que le gars qui est en train de se faire pisser dessus ne se rende pas compte. Ne se rende pas compte, Voilà. c'est ça. Et tu sens quand même, bon, même si t'es sous une douche tiède, machin, Oui. tu sens une différence de température. Parce que ça m'est arrivé, hein. J'ai senti une différence de température sur ma cuisse. Et j'ai pas trouvé ça drôle du tout. Je me suis juste dit, mais à quel degré de. Tu vois, c'est quand même un comportement sexualisé. Tu vois, le mec me fait pipi dessus, donc au-delà du fait qu'il m'urine dessus, tu dis qu'il est quand même en train de se servir de son appareil génital pour, se déverser sur moi. Et je me dis, il y a un truc du comportement sexuel là-dedans qui est pas loin d'être un truc un peu homosexuel, tu vois. Ou des mecs, c'est compliqué, j'ai jamais vraiment pris le temps de réfléchir à ça. Mais juste ce comportement m'a toujours un peu étonné. Enfin, celui-là en tout cas. Il y a d'autres épisodes, je sais pas, je me suis retrouvé dans un tourbus à l'époque où on faisait les tournées avec Casseur et j'observais des potes à moi se parler. Alors c'était dans un tourbus, c'est comme dans un sous-marin, il y a 2 rangées de banquettes et il y a une vraie promiscuité quand on se parle en face à face, en tête à tête. Et j'observais 2 de mes potes comme ça se parler et se raconter
chacun leur tour l'un et l'autre. Donc c'était une espèce d'émulation, un truc hyper égocentré où chacun disait ah ouais moi j'ai vécu ça, j'ai fait ce truc là machin, et je voyais le mec en face boire les paroles de cette personne là, ils s'échangeaient le truc à tour de rôle et je les voyais se saucer mutuellement, et j'ai pas pu m'empêcher d'y voir un truc sexuel aussi. Je me dis mais putain, mais il y a un truc, un rapprochement qui se crée, qui est une connexion qui est pas intellectuelle, toute proportion gardée, parce que ça parlait quand même ça racontait de la merde. Mais je me dis, ouais, les mecs sont en train de se trouver un prétexte et se rapprochent parce qu'ils se créent une espèce de connexion intellectuelle. Et je vois même le langage du corps, tu vois. Et je vois des mecs se rapprocher. Et je me dis, ouais, c'est très étrange le tabou dans lequel sont les mecs en règle générale vis-à-vis de leur sexualité ou par rapport au même sexe, tu vois. Il y a toujours un truc. Et en fait, il y a plein de comportements qui trahissent l'absence de genre en vérité, ou un truc peut-être qui peut être intrinsèque, ou un comportement qu'on tient à l'écart parce que éduqué comme ça, parce que voilà. Bon, c'est des observations, je sais pas si c'est très concret, mais il y a beaucoup d'invités qui commencent comme ça en fait, parce que comme tu dis, il y en a plein qui arrivent dans The Boys Club sans jamais vraiment avoir réfléchi à cette question, parce que je pense qu'en tant que mec on n'est pas vraiment confronté à cette question-là. Pas entre mecs en tout cas, on s'y confronte pas. C'est marrant, c'est encore une de mes observations peu savantes, hein. Mais tu vois, quand moi les discussions de groupe qu'on avait, mais non, parce que c'est juste des trucs qui me sautent aux yeux, tu vois, j'ai pas réfléchi. Le simple fait de l'observer déjà et d'être à l'extérieur, mais je fais pas d'effort pour ça, je suis foutu comme ça. Donc j'observe le truc, je l'imprime et je me dis c'est quand même chelou. Toutes les discussions qu'on a en groupe entre mecs sont des discussions de surface. En surface des choses. À aucun moment on rentre en profondeur d'un sujet, ou rarement en tout cas. Ça a ses limites, quoi. Même en one-to-one, en tête-à-tête. En one-to-one, c'est plus simple. Tout le monde n'a pas les outils. Quand je dis ça, c'est pas pompeux du tout, tu vois, mais encore une fois, c'est à ses limites, je trouve. Non, il y a des mecs qui sont, bien sûr, attention, je parle pas d'exception, là, j'en fais une généralité, hein. Mais moi, je pense vraiment à ce moment où j'ai vécu avec ces mêmes mecs, là. Et c'était toujours très en surface des choses, et tout ce qui est. Toutes les discussions auxquelles on essayait d'y mettre un peu de recul, un peu de hauteur et tout, ça devenait compliqué, quoi. Pourquoi tu penses que les mecs ils sont pas capables de sortir justement ou alors de rentrer en profondeur, comme tu veux? Si les mecs rentrent en profondeur, généralement ils rentrent en profondeur, les mecs. Ça, ils savent bien le faire. D'ailleurs, sans trop demander la permission à qui que ce soit, d'ailleurs. Ils adorent rentrer en profondeur des choses et des gens. Non, mais je sais pas comment répondre à ta question. Pourquoi Qu'est-ce que t'as observé là dans ton groupe de potes? Parce que je sais pas, mais parce qu'il y a tout de suite un truc qui serait associé à un signe de faiblesse, quoi. Tu vois, un truc un peu dévirilisant, de devoir s'exprimer, de devoir exprimer sa sensibilité. Il y en a même qui l'ignorent, tu vois, et qui ont une sensibilité, un truc exacerbé, mais très contenu. Et quand tu les lances un peu, quand tu les titilles, tu sens que ça part. Ça existe, mais c'est pas des choses que. Ils ont tellement peu l'habitude de s'en servir, ou en tout cas de le partager, qu'il y a parfois, c'est un truc un petit peu inconscient, quoi, des comportements inconscients. Mais à la différence qu'il y a des mecs. Tout de suite, je pense à Navo, un mec avec qui j'ai bossé sur Bloqué, qui est un mec qui se revendique féministe, et je le voyais de temps en temps arriver à des ateliers d'écriture qu'on faisait, des séances d'écriture avec du vernis à ongles, et je trouvais ça chambé. J'avais pas besoin de lui demander, je comprenais en fait la démarche du mec, et ça c'est voilà, il y a un petit fossé entre les mecs que j'évoque, les mecs avec qui j'ai pu vivre, puis un mec comme Navo, et c'est pour ça que j'en fais pas une généralité, tu vois. Je pense que les mentalités, c'est fluctuant, et que les mentalités évoluent. Ouais. Du coup, merci pour l'invitation. C'est pas du tout le genre de promo auquel j'aurais pensé, machin, et je trouve ça vraiment mortel. Bah, merci de venir, c'est vachement cool. Et donc oui, parce qu'on a fait une intro rapide pour rentrer dans le vif du sujet, mais donc tu viens de sortir ton premier album, Enfant Lune, qui est très bien et qui est plein de cette sensibilité en fait dont tu parles. T'as mis longtemps à le sortir. Ouais. Est-ce que tu penses que t'as mis longtemps à le sortir parce que c'était compliqué de mettre tout ça en public? Pas en public. Non, c'est pas le fait de me mettre à nu, parce que pour du coup la démarche est totale, et j'ai jamais entrevu ou en tout cas conçu l'art autrement que comme une mise à nu. Je pense que même avec Casseur Flotteur, bien qu'on était très dans des délires de déconne et en surface des choses,
il y avait quand même une dimension très autobiographique, tu vois. Et donc cet album, en fait, je pense que je l'ai pas sorti, il est pas arrivé avant parce que j'avais ni la maturité pour, ni l'envie du coup. Je pars du principe qu'en tout cas, je commence à bien me connaître et dans mon fonctionnement, j'ai besoin de temps. J'ai besoin d'accorder du temps au temps, tu vois, pour vraiment comprendre, décortiquer, comprendre ce que je vis, assimiler les informations qui me parviennent, comprendre moi, les épisodes de ma vie, prendre un peu de recul dessus et pouvoir en parler. Il fallait que j'en sorte aussi un peu. C'est ce que je disais à l'époque des Casseurs Flotteurs. On me disait, mais pourquoi vous n'avez pas fait cet album de potes avant? Et je lui dis, mais parce que pour en parler de cette manière-là, il a fallu qu'on mette un terme à tout ça. Tu vois, qu'on y mette un point final. Pour pouvoir se retourner, regarder un peu ce qu'on venait de faire, ce qu'on avait traversé. Et c'est pareil pour en ce qui concerne mon album solo, c'est que tous les sujets que j'aborde sont des sujets très intimes. Je parle du lien de parenté, du lien de filiation la filiation avec mon père et mes relations amoureuses, comment les deux s'entrechoquent ou comment l'une influence l'autre, la maladie de mon frère, toutes les choses très personnelles que j'aborde. J'ai eu besoin d'énormément de temps pour les digérer parce que c'est des épisodes douloureux de ma vie. Donc il y a des phases, quoi, des longs moments de déni, de trucs où je me mets des œillères, je veux pas en entendre parler pour me protéger, c'est trop violent. Puis à un moment donné où je conscientise quand même le truc et je me dis il faut que j'affronte ça, quoi, je peux pas fuir éternellement. Et c'est tout un processus en fait, voilà. Et cet album c'est un des aboutissements de ça. Aujourd'hui, si je suis un peu plus en paix avec moi, parce que j'ai fait un travail psychanalytique, toute proportion gardée sur mon album, quoi. Je me suis sondé. Et j'ai essayé d'y trouver des éléments de réponse, quoi. Alors, tu parles d'aujourd'hui, mais il ressemble à quoi le petit Gringe quand il a, je sais pas, 7-10 ans, quoi? Moi, je suis dans la lune, pour de vrai. Hein. C'est pas un jeu de mots. Je suis vraiment déjà... j'ai des moments de déconnexion forts. Mais c'est ma mère qui me le dit. Elle me dit, t'as toujours été solitaire, avec des épisodes euphoriques où t'as besoin du groupe, t'as envie d'un mélange, tu vois, mais quand même t'avais une constante très solitaire et très très rêveuse, quoi, tu vois. J'étais vachement dans la lune, voilà quoi il ressemble. C'est un papa qui change beaucoup de taf, donc je déménage énormément, donc c'est vrai que j'ai du mal à me poser dans des villes et me faire des potes, donc je suis toujours très en mouvement. C'est une famille d'artistes aussi, tu vois. C'est une maman qui était comédienne de théâtre et qui a arrêté quelques années après m'avoir eu, donc voilà, on a vécu dans un environnement en tout cas culturel. J'ai grandi dans un environnement riche culturellement, avec des parents hyper bienveillants et désireux de nous ouvrir au monde, quoi. Voilà, un peu. Et t'étais comment avec les autres enfants, les groupes vers lesquels t'allais quand t'avais envie de socialiser? Ils étaient comment? Est-ce que c'était plutôt des garçons? Est-ce que c'était mixte? Ça a souvent été des filles quand même, hein. Ouais, aujourd'hui j'ai beaucoup plus de potes filles que de potes mecs, mais déjà petit c'était ça, parce qu'il y avait c'est con, mais il y avait une douceur puis surtout quand t'es gamin et que t'es un mec gamin, tu vois. Alors pour le coup c'est psychopathe, hein, c'est des pervers polymorphes, on dit des mômes, c'est passe d'un état à un autre, machin, sans trop, tu vois. Donc ça peut te faire un bisou et te planter un compas dans la main juste derrière, tu vois. Il y a pas de notion du bien ou du mal trop, et les mecs sont vachement dans des trucs de mecs à cet âge-là, tu vois, 7-10 ans, machin, c'est les petits mecs qui... Je me rappelle, moi, dans les cours de récréation, à l'époque, il y avait un truc qui s'appelait Le Chevalier Lumière à la télé, et c'était une petite sitcom, machin, avec un petit nouache qui avait été recueilli par un... C'est du karaté. C'est du karaté, et qui fightait, voilà. Et donc les mecs à l'école tapaient dans des armes, mettaient des coups de pied, retournaient des trucs, et je les regardais, je trouvais déjà débile, tu vois. Et donc moi j'allais jouer à l'élastique avec les meufs, et je kiffais ça, je jouais à la marelle à l'élastique. J'ai toujours trouvé l'univers des nanas quand même beaucoup plus doux et un peu plus captivant. Tu viens de me rappeler que j'ai joué à l'élastique aussi avec les meufs. Ah ouais. T'avais aussi ce côté, ce côté, les mecs, je les regarde de loin. T'as l'air souple, tu fais souple. Ouais, t'as l'air souple, je vois comment tu vois, t'es en yoga sur ton ballon. Alors pour nos auditeurs et auditrices, Fab a essayé de mettre son pied derrière sa tête, ce qu'il peut faire, mais entre temps il a arraché son casque, ce qui du coup ne marche pas. Il est très souple. Ça va baiser. En off. Et je vous préviens, on ne coupe rien. Vous assumez la liberté de ton de votre podcast. Ah bah oui. C'est aucune coupe au montage. Extrêmement casse-couille. Oui, il y a une mouche à échiotte. Et est-ce que comment t'étais vu
par rapport au fait que tu traînais avec des filles, parce qu'il peut y avoir des cas de harcèlement scolaire ou autre chose comme ça. Mais après, c'est marrant parce que j'arrivais à faire le pendant entre les deux, quoi. J'allais jouer au foot avec les mecs. En fait, j'avais pas trop de mal à me mélanger. Mais parfois, si. Alors, je sais pas, ça m'évoque des trucs. Ouais, donne-moi des trucs encore une fois, c'est des choses qui peuvent être vues comme des signes de faiblesse, tu vois. Quand ils traînent plus avec des meufs qu'avec nous, machin. Mais je me suis jamais laissé faire. J'ai toujours eu beaucoup de caractère. Ouais, j'étais même un peu bagarreur petit. Enfin, donc en vérité, ça m'a jamais vraiment emmerdé tout ça. Mais je prenais conscience de choses, quoi. Je me disais déjà que les mecs avaient l'air nettement moins intéressants que les meufs. Et comment ça s'est passé à la puberté ? Ah, c'est marrant parce qu'à la puberté, je suis devenu d'un coup très pudique avec les filles, très timide. Peut-être qu'à ce moment-là, en plus, cette époque-là de ma vie, à ce moment-là, je suis plus avec des mecs. Par peur de ce que dégage. Je trouve les filles très en avance intellectuellement sur nous, sur moi, machin. Je suis un peu paniqué quand je parle avec une nana à la puberté, tu vois, genre 13, 15, 14, 15 ans, au collège, machin, je les observe, mais c'est vraiment un truc, c'est un sujet qui me fascine. Je les observe et je fantasme et machin, et en même temps ça me fait peur, j'ai du mal à connecter parce que je perds tous mes moyens, tu vois. Mais c'est cool parce que ça fait appel à un imaginaire. Je suis devenu un grand pervers à cette époque-là. Je suis énormément masturbé. Est-ce que tous les ados sont pas des grands pervers à ce niveau-là ? Évidemment. Mais moi quand même plus que les autres. Okay, tu auras une médaille du plus grand pervers si tu veux à la fin de ce podcast. Bah, j'espère bien qu'on me remettra un trophée un jour. Mais je le mérite, hein. Mais du coup, est-ce que t'étais pervers dans ton coin ou est-ce que t'essayais de serrer des meufs dans mon coin? Mais je me masturbais en cours. Sérieux? Non, je déconne. Voilà, il m'a regardé avec un. Il y a des gens qui sont pas vraiment trop là. J'avais un pote. Non, mais j'avais un pote qui se branlait en cours. Vraiment, ouais, mais j'en connaissais aussi dans leur jogging, les mecs. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais non. Tout le monde connaît ces mecs-là, mais personne n'est ce mec-là. C'est toujours. J'avais un pote qui. Pour le coup, ouais, non, mais pour le coup, je me désolidarise pas lâchement. Hein, j'aurais pu, mais non, c'était pas mon trip. Non, mais c'est. C'était quoi la question? C'était est-ce que t'essayais de serrer des meufs ou est-ce que tu te branlais dans ton coin et t'étais très content? Je me branlais dans mon coin comme un gros frustré. Je mentalisais des serrages de meufs. Non, mais j'y allais pas. En fait, j'avais trop peur. Par contre, des nanas m'approchaient. Et là encore, je crois qu'il y a une espèce de barrière due à la de timidité ou un truc qui m'empêchait de. Donc j'avais des copines avec qui j'ai fumé mes premiers joints, à qui j'écrivais des. Le rappeur, putain, j'écrivais des poèmes, des trucs, tu vois, parce que ça les faisait kiffer. Et je comprenais pas en vérité trop pourquoi ça les faisait kiffer, mais je leur écrivais des trucs. La vérité, il y a une nana que j'ai essayé de pécho quand même au collège, mais en me disant, en étant conscient que jamais j'irais au bout des choses. Mais je voulais la séduire parce qu'elle m'obsédait. Et donc j'allais au CDI du collège et je pompais des trucs de, je sais pas, de Rimbaud, machin, tu vois. Et je remixais des phrases pour pas qu'elles soient cramées, je remixais des trucs. Et je filais des bouts de papier, tu vois, en cours et tout, et elle pétait des câbles. Et je sais qu'elle me kiffait, mais en vérité, il y avait pas moyen parce que j'arrivais pas à passer le cap, même physique, du truc de l'embrasser, voilà. Mais tu faisais partie de ces gamins qui écrivaient dans leur coin, c'est ça? Ouais, j'écrivais déjà à l'époque. Un peu à la l'époque. bibliothèque et tout. Ouais, j'ai toujours écrit, j'ai toujours plus de facilité là-dedans, dans les matières littéraires et tout, tu vois, je suis pas du tout matheux, j'ai battu des records. Je pense que je détiens encore le record de la note de brevet blanc des collèges la plus pétée au monde en maths. J'ai eu 3 sur 40, mec. T'as fait mieux que ça? Non, j'étais bon, moi. Ouais, t'étais bon. Ouais. Voilà, donc moi c'était j'avais un. Ça t'intéressait pas? Je comprenais pas. Aujourd'hui non plus, toujours pas. Je comprends pas cette écriture mathématique. Je décode pas. Je comprends pas l'association de chiffres, de trucs. Alors en physique et chimie, c'était encore pire. Mélanger des lettres et des numéros, c'était un truc de fou. Je me faisais des crampes au cerveau. Et donc je me réfugiais dans l'écriture. C'était beaucoup plus simple. Et j'ai gardé un peu ce truc-là, quoi. Un peu. Oui, bah, j'en ai fait. Je m'en suis servi. Sur ton temps libre, quoi. Sur mon temps libre. Je m'en suis servi un peu. Ouais. Et est-ce que dans ta bande de potes, du coup, à ce moment-là, c'était plutôt des mecs, puisque les filles, c'était devenu un univers extérieur? Ouais. Est-ce qu'il y avait un genre de... Parce qu'il y a des invités du Boys Club qui nous ont raconté qu'il y avait un genre de se monter la tête autour des filles et mytho sur le fait qu'on a serré des meufs, etc. Ouais, alors que non. Il y a eu ça. Il y a eu ça? Ouais, de ouf. Est-ce que t'as mytho toi ou est-ce que tu les regardais de loin en mode... On s'est tous mytho les uns les autres. Mais personne n'était dupe. Et pourtant on continuait de se mythonner.
très bizarre ce Mais langage. parce que tout le monde se mytho, tu vois, en petit groupe, machin. Ouais, non, mais je te jure, elle m'a montré c'est un ce truc, machin. Non, genre, moi je les galoche. Mais quoi, tu la galoches? Et en vérité, quand les meufs nous approchaient, on leur jetait des cailloux, tu vois. Donc il y avait un contraste où tu disais, si t'es un petit peu observateur, tu vois, tu dis, mais arrêtez vos conneries, les mecs. Pourquoi on se met à leur jeter des cailloux quand elles nous approchent? Il faut quand même chacun brille, tu vois, individuellement. En secret, pourquoi chacun brille tu vois, de séduction et de trucs avec les meufs. Dans un groupe de mythos, si t'es le seul à pas mytho, c'est toi le tocard, quoi. Ouais, mais je pense qu'il y avait aussi un petit truc comme ça, mais c'est encore tu vois, le phénomène du concours de beat, quoi. C'est ouais, je veux en être, quoi. Sinon, ils vont me prendre pour un loser. Mais je suis le premier de ma bande de potes à l'époque à avoir couché avec une meuf. Et pourtant, c'est arrivé relativement tardivement. C'est pour te dire à quel point on jetait des cailloux beaucoup sur les meufs. Quand On tu achetait dis énormément de tardivement, cailloux. T'avais quel âge? J'avais 16-17 ans. Ok. C'est la moyenne. C'est la C'est moyenne. la hein. moyenne, ouais, c'est la moyenne. Mais généralement, les nanas, je sais que c'est un peu plus tôt. Et j'ai pas les chiffres, hein. Je sais pas s'il y a des sources. C'est un an et demi plus tôt, je pense. Ouais. Mais tu vois, la fille avec qui j'ai couché la première fois, c'était dépucelée, elle avait 13 ans, quoi. Donc je trouvais ça jeune. Et j'avais 17 balais, ouais, grand max. Mais j'étais le premier de ma bande et les mecs me croyaient pas. Mais arrête, mais montre, si tu c'est passes- qui la meuf? Elle habite à Savigny-le-Temple, les frérots. On va pas prendre un RER pour que j'ai. Il n'y avait pas les iPhones et tout, je pouvais pas prendre de taufe, tu vois, il y avait aucune preuve. Mais vas-y, J'avoue arrête que ça des sent le mythos. mytho du coup. Si Sauf vous qu'ils passez ont- votre vie à vous mentir. Ouais, mais je pense qu'ils ont quand même senti. J'étais très épanoui à ce moment-là. Oui, c'est ça. Je pense Ça que se voyait d'un dans coup- tes yeux. Ouais, ça se voyait. Je flottais. J'ai le bâtard, il l'a vraiment fait. Bah oui. C'est chaud et humide, c'est cool. Ah ouais. Pour aller sur un sujet peut-être moins fun, mais très intéressant, t'as mentionné plusieurs fois ton père, et t'as un son qui lui est dédié dans ton album. Ouais. Donc de ce que j'ai compris, c'était un père qui n'était pas hyper présent. Il l'a été quand même. Je sais pas, j'ai pas le souvenir d'une enfance ou même adolescent, j'ai pas le souvenir de son absence tant que ça. Il bossait beaucoup. Donc en vérité, si les week-ends, machin, on se croisait. C'était un mec qui a quand même sacrifié un peu tout pour son boulot, y compris sa vie de famille. Donc on se croisait, quoi. Mais moi, je me suis vite barré quand j'ai pu. C'est marrant, ça s'est passé de manière inverse. Quand je suis arrivé à Caen, en 2000. L'année d'après, mes parents rebougeaient pour le taf de mon père. Sauf que moi, j'en avais ras-le-bol de bouger. Et j'avais une copine, puis des potes, ce que je m'étais fait. Donc moi, je suis resté sur Caen. Et c'est marrant, j'ai vu comme si mes parents se barraient du nid. Donc évidemment, je vivais chez ma copine à l'époque, mais j'ai vu mes parents partir, quoi. Mais j'avais 19 ans, 20 ans, 19 ans, ouais. Et du coup, là, ouais, à partir de là, il y a eu une vraie césure. Un truc avec mon père où on s'est vraiment. Voilà, pas de lien. Puis il y a eu des épisodes qui ont fait qu'on s'est détaché. La maladie de mon frère, tout ça, ou des choses que j'ai trouvées, d'un point de vue assez égoïste, hein, je trouvais qu'il assumait mal certaines choses. Et puis j'ai mis du temps à comprendre pourquoi aussi, à quel point ça avait pu être difficile pour lui. Donc aujourd'hui, on n'est pas moins en relation, mais en tout cas, on a de vraies discussions quand on s'attrape au téléphone ou quand on se chope, on se croise dans la vie, quoi. C'est compliqué les darons des mecs. Hein. Toujours compliqué les darons. Hein. Je pense qu'un daron, c'est toujours mystérieux, c'est toujours. Ça reste quand même l'élément perturbateur de. J'ai rencontré de familles, autant j'ai rencontré des meufs avec qui elles avaient des relations avec leur père. Alors parfois un peu compliquées parce que de ce fait-là, elles idolâtraient un peu leur père et ça rendait leur relation avec les mecs compliquée. Mais c'est vrai que sur quasiment 100% des épisodes de Daron, c'est toujours compliqué avec les pères. De Boys Club, pardon, c'est toujours compliqué avec les pères. Ouais, j'ai l'impression. Qu'est-ce qui se passe? Bah, les mecs qui savent pas parler donnent des fils qui savve pas trop parler. Voilà. Ouais, mais j'ai l'impression Ok. que je pense que les mentalités, elles changent. Tu vois, j'ai tendance à dire. Et c'est une observation naïve, mais je voyais mes grands-parents, la génération de nos grands-parents, rester ensemble toute une vie, quoi. L'engagement, il se faisait sur une vie, et il y avait même une espèce de forme de... par rapport aussi à ce qu'on renvoyait aux gens, il y avait un truc où il fallait vraiment correspondre à un critère, un truc, et c'était mal vu de casser un mariage ou d'avoir des enfants avant et tout ça. Nos parents, nous, ils ont explosé en plein vol. Ils ont fait 15, 20 ans, 25 ans de vie commune avant de se séparer, avant de réaliser qu'en fait, une histoire d'amour, elle avait un début et une fin, quoi. Et je sais que ma mère a vachement pris sur elle, par exemple. Elle était plus amoureuse depuis un moment et je pense qu'elle avait de bonnes raisons de plus l'être. Mais elle restait là pour nous, pour moi et mon frère. Et je vois ma génération. Donc je parle pas de celles qui viennent derrière parce que je pense que c'est, encore une fois, c'est une grande généralité que je fais, mais
j'observe ça et je me dis, ma génération, on est moi en tout cas, je suis dans un trip où j'ai le sentiment que voilà, la trentaine ou approchant la quarantaine, on est dans des trucs, on sait plus trop se situer, on a vraiment une peur de l'engagement, tu vois. Et pourtant, j'entrevois la paternité ou le fait d'avoir un enfant comme quelque chose de sacré chez moi, tu vois. Et j'observe beaucoup ça chez mes potes, mecs. Ils disent, mais le jour où j'ai un gosse, on sera pas des parents absents, on sera moins des parents égoïstes ou tu vois, avec une vision du couple manichéenne. Ouais, je vois quelque chose pas s'inverser mais se rééquilibrer, tu vois, un ajustement intéressant. Voilà. Je suis pas trop. C'est une branlette, hein. C'est un peu une branlette intellectuelle. Aucune idée de la véracité de mon truc. Bah non, mais c'est intéressant parce que après t'as des mômes et puis tu confrontes ces idées-là à la vraie vie, quoi. Ouais. Je sais pas si tu en as déjà parlé à ton père, par exemple, tu vois, de comment tu. C'est compliqué, non. Ouais, pour le coup, avec mon père, c'est compliqué. Comment tu te pensais avant et puis après comment tu. C'est compliqué. Ouais, comment tu composes avec le fait d'être père, bien sûr. Et ça, c'est une évidence. Après, j'ai aucune certitude sur rien en règle générale, tu vois. Puis c'est vrai que je pense que tu t'apprends à composer le jour où tu deviens père. C'est beaucoup de ça aussi, c'est des potes qui sont papas. On dit, bah ouais, je suis devenu père le jour où j'ai eu mon enfant, quoi. Je me suis senti père. Mais très peu, dans ceux que je connaisse, en tout cas, se projetaient père. C'est-à-dire, c'est arrivé par hasard ? Non, ils le font en mode, parce que je pense qu'il y a de l'amour, il y a une envie commune avec leur nana et tout, mais jamais il y a un truc de tu vois, où tu concrétise ça dans ta tête, ton esprit, et le jour où qu'est-ce que ça nana, implique, il y a un truc où elle porte l'enfant, il y a quelque chose, il y a une connexion qui se fait avant, je pense, et c'est pas seulement dû à ça, hein, j'imagine qu'il y en a d'autres, mais un mec, j'ai souvent entendu ça en fait. Ouais, je me suis senti papa le jour où je l'ai pris dans mes bras pour la première fois. Et tu parlais de notion de fidélité et de couple qui durait avant toute une vie, alors parfois par défaut puisqu'il n'y avait pas toujours le divorce, etc. Et c'est un thème qui est toujours beaucoup revenu dans ta musique, la fidélité et l'infidélité. Et du coup, je me demande en fait pourquoi c'est si important pour toi cette notion de fidélité, pourquoi c'est un truc qui te travaille autant. Parce que, en fait, j'ai l'impression... Alors, je vais peut-être dire un truc audacieux, ok ? J'ai l'impression que si tu connaissais la relation libre, t'aurais vachement moins de problèmes dans ta vie. Non, parce que c'est pas un truc qui me branche non plus. C'est des choses que j'ai déjà pu expérimenter. C'est pas non plus. Et dans relation libre, il y a des choses à nuancer. C'est un contrat tacite que tu passes avec la personne que t'aimes. Et généralement, c'est même pas un truc qu'on doit mettre forcément sur la table. Généralement, ça part d'une évidence aussi des deux côtés où on se comprend bien et on se dit, ok, mais. On a un fonctionnement qui peut matcher l'un et l'autre, mais je me suis rendu compte qu'on nous avait souvent ou qu'on nous culpabilisait beaucoup sur nos pulsions sexuelles. C'est dans l'éducation, c'est dans l'héritage des générations d'avant, et donc il y a tout un truc où on grandit en nourrissant l'idée qu'il faille mentir pour assouvir ses pulsions, qu'il faille cacher ça, déguiser ça, avoir des doubles vies, des trucs, se mettre dans des situations où on est obligé de mentir, tu vois, alors que l'infidélité, même le terme en fait, me parle pas, tu vois, il n'y a pas d'infidélité, quoi, ou alors c'est... mais pour moi c'est toujours symptomatique d'un truc. S'il y a beaucoup d'infidélité, c'est qu'il y a un truc qui cloche dans ton couple, il y a un truc qui déconne, ou il y a un manque à combler. À la différence que, voilà, moi, dans une de mes relations en particulier, celle qui m'a vraiment fait grandir, je suis resté 8 ans avec une même personne, et c'est elle qui m'expliquait tout ça. Elle était plus jeune que moi pourtant, mais qui était très, très intelligente, qui était très clairvoyante, et qui me disait, écoute, moi franchement, voilà, t'es plus vieux que moi, je vois les jobs que tu fais, t'es des jobs de la rencontre, je vois qu'il y a des nanas à qui tu plais bien, je suis pas dupe, t'es un séducteur, je vois comment tu charmes ton monde, ton truc. Je te propose un truc, c'est que moi, autour de moi, j'observe un phénomène, tu vois, sur justement ces pulsions sexuelles qu'on réfrène ou qu'on déguise, qu'on assouvit dans le dos de son partenaire. Elle me dit, moi, je suis pas pour ça. Moi, je te dis juste, si tu veux te faire une meuf, fais-toi une meuf. Protège-toi, je veux pas d'un texto un truc qui puisse ressurgir dans notre vie privée, qui puisse parasiter ça. Protège-toi physiquement pour me protéger moi. Et c'était aussi le truc de, par contre, si vous couchez ensemble, tu couches avec elle une fois et pas deux, tu vois, t'inscris pas dans une double relation. C'est l'histoire d'un coup, machin, parce que je peux comprendre qu'on ait une envie, qu'on soit attiré par quelqu'un d'autre. Et ça me faisait peur au début. Je comprenais pas pourquoi elle me disait ça. J'ai dit, putain, mais elle va me pétron dans tous les sens, je suis foutu. Et j'avais peur qu'elle m'échappe.
Et du coup, c'est marrant parce que moi, ça a commencé en tout cas à me freiner dans mes trucs de. Je suis très, très, très menteur, je fais tous mes trucs très en douce et toujours avec cette idée que c'est une fenêtre vers un jardin secret, un truc. C'est un truc qui m'empêche d'étouffer en couple. Je me dis que c'est un prétexte. Hein. Je me dis le fait de pouvoir aller voir d'autres meufs, je me sens libre avec cette idée-là. Et ça m'empêchera d'étouffer en amour avec une même personne. Ce qui était faux. Et puis j'ai fini par assimiler son discours et me dire mais elle a raison, c'est tellement plus simple en fait quand on accepte ce discours-là et quand on l'entend et quand on prend conscience qu'il est c'est peut-être un des discours les plus sains pour l'équilibre d'un couple, que j'ai mis du temps à l'intégrer puis à le mettre en pratique. Voilà, et puis après il y a aussi je pense chez un mec en tout cas il y a des âges quoi, des époques où on a vachement de choses à se prouver, il y a des trucs où on est très le rapport à la sexualité il est très personnel, il est très dans un truc de pareil quoi, des comportements de petits mecs j'ai pas longtemps été là-dedans, j'ai eu cette passe là et puis après j'ai eu une approche du sexe qui était vachement liée aussi à mon côté dépressif et c'est là-dedans que j'allais chercher des sursauts de vie comme je dis dans un morceau quoi, des bouffées d'oxygène. Voilà, Eros Thanatos, la petite mort, le truc, on se sent vivre, machin. Mais j'entretenais un truc finalement assez malsain. Et puis voilà, quoi, qu'aujourd'hui j'ai une sexualité très équilibrée. Et je pense avoir fait la paix avec pas mal de mes démons, quoi. C'est le moment où je vais poser la question. Alors, je te l'avais envoyé. J'espère que tu l'as lu, sinon ça va te surprendre. Aïe, 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 aïe. Aïe, c'est aïe, pas aïe. Parce que tu me l'as envoyé que... T'as répondu. Bref. J'ai répondu ? Oui. Comment va ta bite ? Et j'ai répondu à ça, comment va ma bite ? J'avais dit quoi ? Non, je t'ai redit après, hâte que tu viennes, et tu m'as dit moi aussi. Ouais, mais j'ai quand même prévenu parce que bon, je suis bien élevée. Comment Donc, va ma comment bite ? Va ta bite ? Comment va ma bite ? Laisse-moi réfléchir 2 secondes. Elle est en train de se frotter le visage de Comment va ma bite ? Et c'est là que je me frotte le cerveau, parce que je comprends un peu le truc. Tu vois le parallèle que je fais ? J'ai la bite dans le cerveau. Ouais. Mais écoute comment elle va. Pour l'instant, j'ai envie de te dire qu'elle est en vacances, un peu, elle prend du repos. Parce que ça va être tellement beau cette façon de. J'ai une copine qui m'a dit que j'étais ringard quand je parlais de cul. T'es vraiment un beauf, mais elle trouve ça marrant. Hein. Je trouve ça très. Tu vois, quand je dis que ma bite est en vacances, c'est que depuis 1 an et demi, j'ai tellement travaillé que. Et puis tout est chronophage chez moi quand c'est obsessionnel. Une relation, c'est obsessionnel. Donc le taf aussi, quand je me plonge dans quelqu'un ou dans un truc qui me. Tu mets toute ta libido, quoi. J'y mets toute ma libido. Et donc je rentre chez moi, voilà, quoi. Elle est comme moi, elle est batterie faible. Mais ma bite se porte bien en règle générale, hein. Ok. Ouais. Bah, très bien. Contente pour vous deux. Voilà, comment va ton minou ? Ça va, on a eu une relation compliquée. Ma minette, ça une chatte, sinon. Donc, comment va ta chatte ? Mais ta nénette, moi j'aime bien, je trouve ça ridicule comme ça. Je t'ai pas dit comment va ton zizi, je t'ai respecté quand même. Tu te trifouilles la nénette un petit peu ou pas ? Ah, la nénette ! Très régulièrement. Tu fais tes devoirs à la maison ? Mais maintenant que t'as dit nénette, je pense que ma libido est partie. C'est-à-dire, je pense que mon hymen a repoussé immédiatement. Il s'est reconstruit. Et que je n'ai plus rien qui marche. C'est tragique. Je fais un métier très dangereux. C'est très désobligeant. Trifouiller la nénette. Peut-être que je vais appeler cet épisode Gringe se trifouille la nénette. Et là, mon gars, tu vas faire des vues. Un honneur. Oh là là, ça va être dingue. De dire que je me trifouille la nénette. Non, bah écoute, ça va très bien. Mais donc, pour t'expliquer le pourquoi de cette question, c'est que on a fini par avoir quelques épisodes au compteur et on tournait autour du sujet du rapport au corps et notamment du rapport au pénis et c'était rarement verbalisé. Ouais. Donc, on s'est dit que on allait poser la question à tout le monde comme ça, il n'y a pas de jaloux. Et que ça permet de mettre sur la table plein de paroles. Alors soit ça va bien et c'est cool. Ça permet de poser ses couilles sur la table un peu. Tout à fait. Ouais. De parler de complexes sur la taille, par exemple. On a un mec qui nous racontait que parfois il débande et tout ça et qu'il est à l'aise avec ça. Enfin, ça permet de parler de trucs que tu vois. C'est le pire rire de petit con, putain. La victime. Il débande. 15 piges. Oui, on est sur le dark gringe. On a parlé tub. Là, c'est parti. N'allez pas appuyer sur ce bouton, putain. Vous étiez prévenu ou pas ? C'est trop tard. Bah écoute, j'ai essayé de te prévenir, mais tu m'as pas prévenu. Pandore, c'est trop tard. Ok. Je vais saboter la fin du podcast. J'ai une dernière question. Donc le trifouillage de nénette, tout se passe bien, on en était là.
Oui. Et j'en reparle quand même, histoire de remettre un Oui. petit malaise. Bien, écoute, si tu veux tout savoir, c'est tous les jours. Ah, mais c'est bien. C'est bon pour le cœur, pour la C'est une santé. bonne tout va bien. gymnastique. Ouais, mais c'est même scientifiquement prouvé. Hein. Et quand tu dis que ta libido se barre quand tu bosses, est-ce que c'est ta libido avec des gens ou est-ce que c'est ta libido perso aussi? Non, parce que je me masturbe aussi quand je bosse. J'ai besoin de. Comme si j'avais besoin ouais, de tout décharger, quoi. Intellectuellement, physiologiquement. Tout, c'est un tout. Après, j'ai pas envie j'ai pas envie de sexe avec une meuf. J'ai pas envie de faire la. Parce que c'est. Je suis dans des états un peu léthargiques, de fatigue, de trucs et tout. Mais c'est marrant parce que cet album-là, il est tellement mental et j'aborde des trucs tellement pénibles parfois que j'étais dans des moods pas très joyeux, tu vois. Et encore, je pense que la masturbation, dans ces moments-là, c'était des moyens aussi d'anesthésier ça, tu vois, l'espace de quelques secondes. Mais par contre, tu vois, j'ai rencontré une nana pendant le processus de l'album et ça a été compliqué. On est resté très potes et tout, mais ça a été compliqué parce qu'il n'y avait pas de place pour le reste, quoi. Et pareil, quoi, j'aurais pas fait un bon amant à ce moment-là, quoi, ou un bon partenaire en tout cas. Est-ce que c'est un truc qui te frustre de fonctionner comme ça ou est-ce que t'es à l'aise avec ça? Oh non, je suis à l'aise avec ça. Puis j'en parle facilement, j'en parle beaucoup, j'annonce. Il n'y a pas de surprise, quoi. Puis je suis pas dans des trucs de, tu vois, par exemple, si j'ai des bandes ou si machin, il y a aucun drame. Parce que généralement je fais en sorte d'être attiré par la personne que j'aime, enfin, ou qui il y a une connexion, tu vois, qui va au-delà du physique, du sexe et tout, et donc je sais que il y aura pas de malaise, quoi. C'est des gens matures. Nous sommes des gens matures. Tu vois que c'est une bonne question. Ouais. C'est la meilleure question. Ouais. Tout est parti de comment va ta bite. Oui. Bah, chapeau. Je l'ai pas vu venir. Faut que tu nous parles de ton frangin aussi. Oui. Comment va sa bite? Non. Alors. Si tu peux répondre à ça, pourquoi pas? Comment va la bite de mon frangin? Écoute, je le masturbe assez régulièrement. Tout va bien. Rassurez-vous, de ce côté-là, tout va bien. Comment c'est? Tu sais qu'il y a plein de mecs qui nous ont raconté leurs histoires de branlettes entre potes. Ah, entre frères, j'ai cru que t'allais me dire. Non, entre potes. Non, entre frères, jamais. Il y a toujours entre potes, de branlettes entre potes, de potes qui s'entre-branlent. Non, de potes qui se branlent côte à côte. dans la même pièce, chacun, et c'est pas gay. Ok, ils insistent sur le fait que c'est pas gay. Mais si, c'était chambé. Je l'ai fait avec des potes en 6e, 5e, quand tu commences à te tirer un peu sur la nouille, vulgairement parlant. Mais si, c'est marrant. Parce que c'est au premier qui jouira. Tu peux y mettre du ludique partout. Et après, on parlait de la bite de mon frère. On parlait de ton frère. On parlait de mon frère. Eh ben écoute, ça va. Ça va. Qu'est-ce que tu veux savoir? Rien en particulier. Non, en fait, votre relation avec ton frère. Ma relation avec mon frère. Jamais trop parlé de. Très fusionnel, petit. J'étais très protecteur avec lui. Et puis l'adolescence où j'ai été d'un coup, c'est marrant, c'est à mettre en association aussi avec le fait que je me suis masculinisé, je me suis rapproché des potes, machin. Je suis devenu très dur, mais on a grandi à Cergy, et je pense qu'il y a aussi un truc qui a déteint sur nous à ce moment-là, tu vois, un truc devenu très dur. Il a fallu qu'on rentre pas mal de nos. On est des mecs sensibles avec mon frère, on a grandi comme ça, on est éduqués comme ça, mais c'était des choses qu'on cachait beaucoup pour se protéger, se préserver des gens, des autres autour, des autres mecs. Et du coup, mon frère, j'étais dur avec lui. J'étais vachement dur avec lui. Et puis mais bon, toujours énormément d'amour. Et puis la maladie. Et là, c'est un vrai moment de bascule, quoi, tu vois, où d'un coup la famille explose. Moi, je m'abrite de ça par tous les moyens, donc je suis dans le déni total. Je ne veux pas entendre parler de ça. Je ne le vois plus. Je vois plus mes parents pendant 2-3 ans. Ça dure 2-3 piges, quoi. Et puis on reconnecte petit à petit parce qu'il me manque, parce que je culpabilise énormément, parce que je me dis en fait, si tu te protèges tant que ça, c'est bien parce que ça te fait souffrir. Donc voilà. À un moment donné, combien d'années? Vous avez combien d'années d'écart? On a 3-4 ans d'écart, 3 ans d'écart. Ok. Ouais. Et puis voilà, et puis je reconnecte petit à petit, et puis je redécouvre. Enfin, c'est pas que je redécouvre, c'est que il y a le frère, et puis il y a le bonhomme, tu vois, il y a la personne. Et les deux me touchent profondément. Et aujourd'hui, ça va. Il vit chez moi en ce moment. Voilà, j'ai pour projet de changer d'appartement, d'en prendre un peu plus grand, et qu'il ait son autonomie, sa chambre, machin. Et voilà, essayer de créer un peu de dynamisme autour de tout ça, parce que la maladie empêche
empêche plein de choses, empêche de s'ancrer dans la réalité, un peu à tous les endroits, quoi, le taf, les relations. Donc j'essaie de créer du mouvement avec lui, avec son aide. Voilà. Il est atteint de quoi en fait De schizophrénie. Ok. Ouais. Dû à des prises de drogue répétées très jeune et à un âge où justement on est en construction, on est vachement plus malléable et on a été précoce en tout. Du coup, voilà, là il s'est passé ça et voilà. Après on compose avec, tu vois, il n'y a jamais rien de figé. Je pense qu'il faut affronter les épreuves de la vie, les traverser. Et c'est cool parce qu'avec lui, il a quand même une capacité de survie très forte, quoi. Il est très courageux, donc on fait. Qu'est-ce qui fait que tu as eu envie de t'occuper de lui comme ça, de prendre soin de lui ? J'en ai pas la moindre idée. Je pense que ça part d'un élan naturel. C'est les liens du sang, c'est mon frangin. J'ai quand même toujours été très proche de lui, hein, même si à l'adolescence, j'ai pu être dur. Je sais pas, dans un élan de protecteur, et puis ouais, c'est vraiment beaucoup par amour, et puis parce que c'est une belle personne qui en vaut vraiment la peine. Il a pour le coup, il a encore une certaine forme de pureté. Je trouve qu'il s'est pas laissé corrompre. Il a une espèce de bonté d'âme que j'observe peu ailleurs, quoi. Pour toutes ces raisons-là, je pense. Bah bravo. Bah merci. Et mais merci de te confier. Reparlons trifouillage et nénette. Tout à fait. Bon, j'ai une dernière question pour toi, parce que je pense qu'on a fait un bon podcast. Je sais pas exactement à combien de temps on est, mais je pense qu'on a bien parlé. 2h37, on me dit dans l'oreille. Je te l'avais aussi envoyé, mais du coup, peut-être que t'as bloqué sur comment va ta bite. Comment va ma chatte maintenant ? Non. Comment va... Ah putain, j'ai envie de te demander comment va ta prostate. Comment va ma prostate ? Ouais. Putain, oui. Mais j'en ai aucune idée. Putain, mais ça aussi, comment va ma prostate ? Je suppose bien. C'est marrant parce que là, pour le coup, j'ai aucun élément de réponse à fournir, rien d'intéressant. Donc tu prends pas souvent des nouvelles, quoi. De ma prostate, ouais. Non. Ok. Et bien, il faudrait. Il paraît que ça peut être agréable. C'est sympa. Ouais, non, il y a eu des tentatives d'eux, mais rien de concluant. Non, rien de concluant. Okay. Non, rien de très agréable non plus, en vérité. Tu vois, rien à ton âge, il va être l'heure, tu sais, de commencer à explorer. Ouais, mais quel âge t'as 38. 37, ouais. Ouais. Écoute, on verra. Hein. On est sur un enthousiasme très modéré. Très modéré, ouais, quand même. On va étudier la question, on va prendre le temps. Très bien, tu nous tiendras au courant. Avec grand plaisir. Mais c'était pas ça ma vraie question. Ma question, c'est une question que j'aime bien poser à tous les invités, parce que le but, c'est de créer un genre de panorama de modèles masculins cool. Donc la question, c'est est-ce qu'il y a un homme, qui soit réel ou fictif, qui pour toi représente une version positive de la masculinité ? Ouais, bien sûr. Certainement, il y en a certainement plein. Qui ça m'évoque tout de suite ? C'est dur, faut que je trouve tout de suite, faut que je fouille. C'est le bordel là-haut. J'allume la lumière, je range un peu. C'est la pire question, ouais. Ouais, mais si tu me l'avais envoyé dans les temps, celle-là, j'aurais peut-être pu l'étudier. C'est-à-dire, je te l'ai envoyé il y a 8 jours. Mais voilà, putain. Je te l'ai envoyé il y a 8 jours et tu m'as répondu. Et aujourd'hui, il n'y a rien, il n'y a pas un signe de vie, rien. Franchement, tu m'aurais dit, renvoie-la-moi tous les 2 jours, je l'aurais fait. N'hésite pas à te mettre toi-même une alarme pour te dire réfléchis aux questions qu'on t'a posées. Tu veux pas qu'on retourne sur le comment va ta bite ? Ben Navo, voilà. Si on parlait de Navo, en vérité, Navo, je trouve que c'est un. Dans son approche du féminisme, je trouve qu'il a une approche très, très. Comment dire ? Je la trouve une approche hyper à droite. Il a une sensibilité qu'il assume énormément. Pareil, il genre pas les choses. C'est rare, hein, après, je pense qu'on a aussi des comportements inhérents à nos éducations, au déterminisme et tout ce qui nous a fait et tout ça. Mais quand je l'observe porter ce vernis à ongles, je me dis, voilà, c'est con, mais c'est une forme d'engagement qui a vachement de sens sur le plan symbolique. Je trouve que c'est vraiment beaucoup de sens et ça peut être contagieux, tu vois, juste le fait de se balader avec du vernis machin, tu vois, et donc on parlait de quoi, d'un modèle de masculinité, généralement des mecs qui font pas les mecs, quoi, ou qui jouent pas
ne se réduisent pas qu'au fait d'avoir un pénis et tu vois, des pectoraux et pousser à la salle et machin. J'ai un mec ouvert d'esprit. En fait, je trouve aussi que t'es vachement là-dedans, toi, tu sais, t'es beau gosse, t'as la barbe, t'es costaud et non, tout. je suis pas costaud, je mets des trucs larges pour cacher la misère, déjà. Je suis pas costaud, T'es grand. après beau gosse, tu vois, chacun son truc, machin et tout. Il y a l'air d'avoir des opinions à la rédac. Que t'es beau Ouais, gosse. ça va baiser sec, ça va. Je vais choper du 06, en veux-tu, en voilà. N'hésite pas à laisser des Ah, cartes je de vais leur visite près demander, de la ils vont porte. me demander, j'espère qu'on va me poser la question comment va ta bite à chaque bureau. J'espère aussi. Hmm. Mais après, tu nous oublieras, tu vois, tu te rappelleras plus qu'on est les bestes, Ouais. car on est les seuls à t'avoir demandé comment on va. C'est vrai, et c'est sympa de. Et je pense qu'elle se sentait. Non, mais c'est bien un moment qu'on comment dire, qu'on lui demande de ses nouvelles. Je pense qu'elle. Non, ça fait preuve d'une grande sensibilité, et je pense qu'elle en sera reconnaissante, quoi. Eh ben, très bien. Merci Voilà. beaucoup. Bah, avec grand plaisir. Merci beaucoup, Gringe, d'être venu dans merci, The Voice Club. mademoiselle. C'était aussi bien que ce que j'espérais. Quel ride. C'était super. Je pense que je vais rien couper. Ni la Sauf mouche, le ni prépuce du trifouillage. petit Cohen. Celui-là, on va le Ok, couper. ça, je vais peut-être la couper. Tu parles Comment de ça, on va Jonathan. rien couper? Je parle de Jonathan. Je pense que son prépuce est coupé depuis longue date, Jonathan. Merci beaucoup, Gringe, Je t'en d'être prie, venu dans The avec Voice grand Club. plaisir. Merci, Fab. Merci Mimi, Vous merci pouvez Gringe. donc retrouver dans la description tout ce dont on a parlé dans ce podcast, mais aussi bien sûr le lien vers Enfant Lune, le premier album de Gringe, et vers Les Chatouilles, le film dans lequel tu joues et qui sort ce mercredi 14 novembre 2018. C'est vrai qu'on n'a même pas parlé de cinéma. Très peu. Bah, il va falloir Mais revenir. on a fait notre petit numéro chacun, notre tour. On a fait notre petit cinéma. Je viens d'annuler ta réinvitation Ah, merde. immédiatement. Moi, je suis en train de saboter ma sortie là. C'est d'une nullité rare. Merci pour ce moment. Merci à vous qui écoutez The Boys Club. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Gros bisous. Bye.